Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Nous sommes le 8 mars et la journée du 8 mars est consacrée à la célébration de la femme. Que dire des femmes africaines? Je ne dis pas la femme, mais les femmes, parce qu'une féministe, Geneviève Iacono, c'est son nom, m'a appris à leur jeune étudiant qu'il faut toujours désigner les femmes au pluriel. Alors cette édition spéciale pour rendre hommage aux femmes africaines, que dire d'elles? Mais commençons d'abord par nos grands-mères et nos mères, de bonne foi et sans doute sans intention nuisible aucune. Nos pères et les pères de nos pères les ont cantonnés au rôle secondaire. Tout concourait à les invisibiliser, surtout dans la sphère publique. Elles n'avaient presque pas de vie. Si elles en avaient une, un mot. Un seul mot la résumait, le sacrifice. Elles ont tout sacrifié. Elles ont sacrifié leur corps, leur temps, leur énergie, bref, leur vie. Même leur construire un immeuble ne suffirait pas pour leur dire merci. Beaucoup d'entre elles ont dû travailler dur, dès leurs 12 ans, leurs 13 ans, leurs 14 ans, jusqu'au dernier jour de leur vie, sans repos ni retraite. La société avait tout choisi et tout décidé pour elles, s'occuper de la maison, des enfants et du mari. Premières à se lever, elles étaient les dernières à se coucher. Puis vient une génération de femmes, celle à laquelle appartiennent les 4 grandes dames que j'ai aujourd'hui autour de ma table. Cette génération qui dit non, ça suffit, nous ne voulons pas, nous ne voulons plus de cette vie. Cette génération qui a mis les pieds dans la fourmilière, qui a bouleversé les codes, a brisé les portes et les chaînes, qui a dit nous sommes là et nous aussi, nous voulons être là où se décident nos vies. Elles ont investi tous les domaines ou presque, plus rien ni personne ne peut les arrêter. Désormais, elles peuvent ce que peuvent les hommes. Patientes mais déterminées, beaucoup d'entre elles ont atteint les sommets. Présidente de la République, Joyce Banda au Malawi, Helen Johnson Sirleaf au Libéria, Privy Racine Rampin à l'île Maurice ou encore Samia Suluhu en Tanzanie. Elles ont été ou sont vice-présidentes de la République, Rose Christiane Raponda au Gabon ou Mariam Chabi Talata au Bénin, et j'en oublie. Elles dirigent ou ont dirigé des cours constitutionnels sur le continent, plus haute juridiction de la République, Daniel Dallan en Centrafrique, Chantal Nanaba Camara en Côte d'Ivoire ou encore Elisabeth Poyon au Bénin. Elles occupent des postes ministériels, y compris des postes régaliens, dont à titre d'exemple le ministère de la Défense, avec à leurs ordres et à leurs pieds colonels et généraux. Elles sont professeurs d'université, médecins, pilotes, avocates, entrepreneurs, prospères. Elles font l'économie locale et brassent dans nos marchés des milliards de francs. Je pense à ces respectables et vaillantes dames du marché de Libreville, de Dantokpa à Cotonou, de Mongali à Brazzaville, de Trècheville à Abidjan, de Douala ou de Bujumbura. Ces dames grossissent comme détaillantes, font vivre tant et tant de gens. Elles ne sont point universitaires, mais elles ont des choses à apprendre aux professeurs d'économie. Une grande mutation sociétale est donc en cours, avec au cœur les femmes. Le changement ne fait que commencer et elles sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Comment envisager ensemble l'avenir? Que dire des rapports hommes-femmes? Quelle société recréer avec les mutations en cours? 4 africaines, et pas des moindres, avec moi pour aborder ces questions. Elles sont maliennes, camerounaises, congolaises et ivoiriennes. Elles sont donc avec moi pour aborder ces questions à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Balkis Bintou Sissoko, vous êtes la présidente du PCC France Universelle. PCC, plateforme contre la corruption et pour le co-développement et contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Ambassadrice de paix à la Fédération française des femmes pour la paix universelle, CPU et FFPU, une structure reconnue d'ailleurs et pas l'ONU. Merci Madame Sissoko d'avoir accepté notre invitation pour jeter un regard sur le parcours qui est le vôtre désormais. Merci beaucoup Richard aussi de m'avoir invité. Alphonsine Mikouiza, vous êtes professeur d'économie et de gestion, tout comme Madame Sissoko. Vous êtes également ambassadrice de paix à la Fédération française des femmes pour la paix.
par ailleurs présidente de la DAGID, la dynamique africaine pour une gouvernance inclusive et démocratique, coordonnatrice de la plateforme Renaissance Congo 2026. Et vous êtes candidate aux prochaines élections municipales ici en France. On vous souhaite bonne chance. Mais merci d'avoir accepté notre invitation pour vous célébrer à l'occasion de ce 8 mars. Merci à vous de m'avoir invité. Eleanor Moncam, l'autre Amazone des temps modernes, expert comptable, commissaire au compte ETM Audit. C'est le nom du cabinet que vous tenez, entouré de plusieurs de vos collaborateurs politiquement très engagés. Êtes-vous en France où vous vivez depuis plus de 30 ans? Ancienne élue municipale, ancienne adjointe au maire de la ville de Triel-sur-Seine dans les Yvelines, en charge des finances, en matière de sous, en matière de finances. Qui donc mieux que vous dites avoir une âme de combattante? On en parle au cours de cette émission. Je précise que vous êtes la présidente du parti politique La Diaspora et les Sans-Voix. Merci. Merci, Madame Moncam. Merci à vous pour cette invitation. Et une quatrième Amazone avec nous, elle nous vient de la Côte d'Ivoire, Djeneba Toureko Lozinski, entrepreneur consultante, secrétaire générale chargée de la communication de l'Union des femmes, RHDP, Fédération française des femmes. RHDP, c'est le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous êtes donc une femme heureuse en ce moment puisque vous avez remporté récemment encore une fois la présidentielle. Tout vous réussit finalement au RHDP. Co-auteur êtes-vous du livre Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau ivoirien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Touboué, c'est toujours un plaisir d'être reçu sur vos plateaux. Commençons cette émission par une question simple. Je l'ai dit, nos grands-mères, nos mères ont été invisibilisées. Il ne fallait pas qu'on les voie dans l'espace public. Et vous voici, engagés chacune en ce qui la concerne, dans divers domaines. Qu'est-ce qui a nourri chez vous cette mutation où on passe de « je suis femme donc je ne peux pas » naturellement à « malgré le fait que je sois femme, je peux tout ». Qu'est-ce qui a nourri je commence par vous, j'ai commencé la présidente par la droite, je commence par vous, Madame Moncam. Vous qui êtes la présidente justement d'un parti politique. Ouais, je dirais que moi, j'ai quand même eu cette chance d'avoir un père qui était très dans la liberté, très dans l'égalité, qui m'a donné cette envie vraiment de faire ce que je voulais. Donc pour lui, une femme ne devait pas être invisible, au contraire, elle devait être forte et surtout montrer de quoi elle était capable. Donc c'est de là que vient ma force. Ça vient de la famille, ça vient de votre père. Tout le mérite est pour lui. Mais tout le monde n'a pas été comme Madame, n'a pas eu le père que Madame Moncam a eu. Et chez vous, Madame Sissoko, comme Madame Mikouiza, comme Madame Touré, alors quels sont les ressorts qui ont nourri chez vous l'engagement politique qui est le vôtre? L'engagement politique pour moi, en fait, qui est le mien, ça vient plutôt du parcours de vie que j'ai eu déjà. Et après, j'ai côtoyé aussi des personnes politiques qui m'ont donné envie aussi de m'engager aussi en même temps. Madame Mikouiza. Alors, je pense qu'on a un peu tout le même profil, qu'on a eu des pères, justement, des parents qui ont voulu qu'il y ait autre chose pour nous, que nous puissions nous affirmer comme des femmes à part entière aux côtés des hommes. Donc moi, j'ai eu également mon père qui a voulu que j'étudie, que j'aille aussi loin que je peux y aller. Donc il ne faisait pas la différence à la maison entre les filles et les garçons. J'ai eu à faire du foot comme les garçons, à jouer aux billes comme les garçons. Et mon père avait cette attitude de... je me battais avec mes frères pour les billes, par exemple, et il m'achetait des billes pour que moi, je joue également aux billes. Ou le ballon pour que je joue au ballon avec mes frères qui s'accaparaient du ballon. Donc, c'est tout ça qui a fait qu'on soit là, que je sois là aujourd'hui. Cette volonté de nous pousser à ne pas nous contenter que du mariage, que d'être au foyer. Et d'aller de l'avant et pourquoi pas aller au-delà, prendre le pouvoir politique également. Madame Touré, vous situez-vous en ce qui vous concerne le point de rupture ou précisément pour celles d'entre vous dont les mères sont parties
très tôt, elle n'aurait jamais rêvé, imaginé où vous êtes arrivé, ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Ça vient d'où? Alors, puisque nous sommes le 8 mars, permettez-moi tout d'abord d'adresser un regard fraternel et un salut fraternel aux femmes du monde, à celles d'Afrique en général et à celles de Côte d'Ivoire en particulier. C'est vrai, nous avons fait des progrès significatifs, mais il y a aussi beaucoup de défis à relever. Et les femmes ont toujours été dans la lutte. On ne les voyait pas, elles étaient peu visibles, mais elles ont toujours été, depuis avant les indépendances, au combat indépendantiste, jusqu'à de nos jours, elles sont toujours dedans. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus visibles parce qu'elles ont plusieurs leviers à leur disposition. Il y a l'éducation. Aujourd'hui, elles ont un plus grand aspect, un plus grand accès à l'éducation supérieure, par exemple, ce qui leur donne accès à des fonctions, et même au niveau des pays comme dans le mien, il y a des quotas qui sont votés pour la représentation des femmes dans les assemblées élues, ce qui nous donne beaucoup plus de députés, beaucoup plus de maires et tout ça, mais chacune a son histoire. Et personnellement, j'ai eu un levier important en la personne de mon grand frère, qui m'a aspiré. Moi, je suis la première fille de ma famille qu'on a mise à l'école. J'ai des sœurs aînées. On m'a mise à l'école, ça a été une chance. Et puis, j'ai eu un frère aîné qui m'a aspiré. Après, j'ai eu qu'à faire mon chemin moi-même avec l'ouverture que nous avons sur le monde aujourd'hui. Et puis, voilà. On ne va pas faire comme si c'était simple, comme si ce fut simple, parce que pour beaucoup, pour de millions de femmes, c'était vraiment difficile. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Quand vous jetez un regard sur la vie qui a été celle de nos grands-mères et de nos mères et celle que vous avez aujourd'hui, comment on vit dans sa peau? Allez, je vous une petite anecdote pour qu'on approfondisse ce point. Une jeune Allemande, un peu pour montrer que ce n'est pas une question spécifiquement africaine, saisit la justice contre son pays. Elle voulait s'engager dans l'armée, au sein des unités de combat. Et l'armée allemande ne recrute pas de femmes. Si vous êtes femme, vous voulez aller dans l'armée, il faut soit être infirmière, vous allez porter, mais vous n'aurez pas d'armes, ou fanfare, faire le fanfare. Mais vous ne pouvez pas, en tant que femme, porter une arme, parce qu'on ne fait pas suffisamment confiance à une femme. Et cette femme dit, pas question, n'avait que 22 ans. Et saisit la Cour de justice, la Cour européenne de justice. Dit, moi, je veux aller dans les unités de combat. On était en 2000. Il n'y a pas longtemps que ça. Et le verdict tombe, son pays est condamné. Et cette femme éclate en sanglots, mais de joie, parce qu'elle venait de gagner quelque chose, non pas seulement pour elle seule, mais pour les autres femmes. Et je pense que chacune d'entre vous incarne à sa manière un bout de combat comme ça. Est-ce qu'il y a comme ça de petites histoires dans vous que vous avez envie de partager avec nous, avec les femmes qui nous suivent en ce moment pour leur dire, allez-y, ne baissez pas les bras? Moi, ce que je peux dire, Oui. excuse-moi, ce que j'ai oublié d'ailleurs, parce que c'est quand même... je ne sais plus quelle année c'était, mais c'était au moment quand Clément Dambélé était venu en France. Je ne sais pas si tu te rappelles, d'ailleurs, tu nous avais reçus sur ton plateau. Bien sûr. Voilà. Et à l'époque, bon, je n'étais pas vraiment complètement dans la politique, je ne connaissais rien du tout, j'avais que mon association. Voilà. Et à partir de là, il m'a vraiment inspiré, justement, à rentrer un peu dans la politique. Parce que lui, surtout le combat qu'il menait à l'époque, quand même, jusqu'à aujourd'hui, je disais que c'était un combat noble, parce que combattre... la corruption, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile. Et quand il est arrivé, j'étais là à ses côtés pour ses conférences et tout. Je l'ai soutenu et jusqu'à ce qu'il a voulu il a voulu ouvrir un comment on appelle ça? Il voulait justement un bureau ici en France pour que je sois la présidente. Et à partir de là, bon, il y a eu pas mal de soucis et tout. Et après, il est rentré. Il s'est passé plein de choses, hein. Bon.
des malentendus. Oui. Voilà. Et après, bon, moi, finalement, lui, il a fait sa route, moi, j'ai fait la mienne. Mais je suis restée quand même dans la même direction que lui. Bon, sauf que lui, il est resté dans la politique et moi, ça a été l'ONG quand j'ai créé le PCC France Universal. C'était pour venir en aide justement aux plus démunis. D'ailleurs, à l'époque, je me rappelle en 2021, j'ai fait des dons de nourriture, les premières nécessités, je ne sais pas si c'est comme ça on le dit, Oui. oui, aux femmes veuves militaires au Mali pendant le mois de Ramadan. Et elles étaient super contentes. J'ai pu apporter 3 tonnes. Bon, quand même. Oui, 3 tonnes, ouais. De l'huile, du riz, et puis du lait, enfin, tout ce qui était le premier, voilà. Et elles étaient super contentes. Et après, bon, voilà, et ça m'a donné encore envie d'avancer encore plus dans ça. Et puis, il y a certaines femmes là-bas qui me demandent aussi si je ne peux pas les aider à ce qu'elles soient plus autonomes, en fait, de les aider pour le financement et tout ça, en fait. Hein, voilà. Et moi, ce côté-là, je leur dis, il faudrait qu'elles attendent un petit peu par rapport à mon association, si on peut avoir des subventions. À partir de là, je pourrais les aider à avoir même un terrain pour qu'elles puissent faire du jardinage, quelque chose comme ça. Voilà. Ça aussi, c'est un bout de victoire qu'il faut mettre à votre actif. Madame Equiza, je ne sais pas si vous êtes née en France ou pas, mais peu importe où que vous soyez née, aujourd'hui vous êtes candidate en France. Exactement. À une élection municipale. Justement. On ne se lève pas comme ça pour être candidat. C'est le cheminement, c'est le parcours, la fin d'un cheminement, on va dire, l'aboutissement d'un long parcours, on va dire. Alors, comment c'est arrivé? Oui, mais en fait, je sors d'une famille très engagée. Et je vais vous parler de mon père. Mon père, c'était quelqu'un d'engagé qui c'était comme à l'époque, parce que je viens de la République du Congo, donc Brazzaville, la capitale. Et mon père était engagé, il était en fait affecté dans une ville où il y avait des problèmes. À l'époque, il y avait encore le colon qui gérait. Il était militaire, votre père? Il n'était pas militaire, mais il était un ingénieur en maintenance industrielle. Et dans cette ville, il y avait encore le colon, les Français qui étaient là, qui géraient une entreprise sucrière, en fait. Et justement, quand il est arrivé dans cette ville, eh bien, les ouvriers étaient maltraités par le colon de l'époque. Hein, voilà. Et lui, il a pris les choses en main pour défendre. Une fois, il sort et il remarque qu'il y avait un colon, un responsable du personnel qui était en train de fouetter un ouvrier dans cette ville qu'on appelle aujourd'hui Nkayi, hein, c'est la ville, 4e ville du Congo. Et mon père s'est levé, il est allé arracher la chicotte des mains de ce monsieur qui est en train de frapper un ouvrier congolais. Et bien, la foule qui était là en train d'observer, comme d'habitude, qui se laissait faire, de peur d'être renvoyé, a commencé à applaudir mon père. Voilà, monsieur l'ambassadeur. Donc, à l'époque, on pensait que quelqu'un qui vous défend, c'était un ambassadeur, alors que c'est un syndicaliste, en fait. Et bien, finalement, il a arraché justement cette chicotte et c'est parti dans toute la ville. Et finalement, mon père était devenu quelqu'un qui était connu dans toute la ville comme le défenseur justement de ces ouvriers opprimés qui étaient maltraités à cette époque-là. Et c'est parti comme ça, c'était un engagement. Et bien, quand ma mère, qui a fait naître beaucoup des enfants aux alentours, il y avait des petits villages autour, mais elle a aidé plusieurs femmes à élever, à bien éduquer et à faire naître d'ailleurs des bébés dans tous ces villages qui étaient aux alentours de cette grande ville qu'on appelait Kaï. Donc l'engagement, moi, c'est dans le sang parce que je suis également issu d'une grande famille. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Monseigneur Ernest Combo, qui a animé la conférence nationale chez nous, et c'est mon oncle, c'est mon mentor. C'est grâce à lui également que je suis arrivée jusqu'ici parce que j'ai reçu son soutien et voilà. Donc c'est un peu ça, et je suis arrivée en France, j'ai étudié, je me suis battue également pour se faire une place, femme, noire, c'est pas évident. Il faut se battre avec les profs, et les anecdotes, c'est que j'ai eu un prof, j'ai fait Lyon 3, Jean Moulin,
et où j'ai eu un Ouais, prof. Lyon 2. Oui, Lyon 3. J'ai eu un prof qui est du Front National, le Rassemblement National. Ça n'arrange pas les Monsieur choses. Gollnisch, qui était Ah mon prof de droit fiscal des affaires. Et justement, étant noire, femme, j'ai eu du mal à partir avec justement mes études. Hein. Il fallait se bagarrer pour se battre pour les notes. Quand vous arrivez, on met au tableau la correction, c'est votre copie. On met la correction, c'est ce que vous avez fait, mais vous avez la plus mauvaise note. Voilà. Eh ben, il fallait se bagarrer, aller dire au prof que, voilà, ben, vous venez de mettre la correction que vous avez mis au tableau, c'est ma copie, c'est ce que moi j'ai fait. Ah non, on peut pas vous noter par rapport à... On peut pas noter le reste de la classe par rapport à vous, par rapport à votre copie. Donc vous voyez qu'on a subi également cette discrimination, pas qu'en Afrique où les femmes sont mises à l'écart, mais ici également, il fallait se batailler, femmes, noires, il fallait se battre jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, même dans mon activité professionnelle, c'est tout le temps, on doit prouver des choses. C'est au quotidien. Et c'est au quotidien, et on doit prouver, mais on baisse pas les bras, et on est debout, on continue à faire progresser les choses. Vous avez raison, il ne faut pas baisser les bras, madame. Merci. Kolesinski. Alors vous, cadre supérieur du RHDP, le parti au pouvoir, vous êtes entrepreneur, vous êtes consultante, tout ça ne tombe pas du ciel. Le chemin, il a été comment, on imagine? Écoutez, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Quand j'écoute ces histoires-là, je suis émerveillée parce que moi, je suis une petite fille du village. J'ai été élevée par ma grand-mère dans un milieu où on ne comprenait pas comment être une petite fille à l'école. C'est ça. Quand je rentrais de l'école, que je ne voulais pas y aller le lendemain, ma grand-mère me faisait assieds-toi là, je ne sais même pas pourquoi ton père t'embête à aller à l'école. C'est son petit frère qui disait attention, il nous a confié sa fille, c'était mes parents maternels, mes grands-parents maternels. Son père nous l'a confié, c'est pas pour la faire asseoir ici, il faut l'envoyer à l'école. Bon, je veux dire qu'il y a peut-être des résiliences naturelles, parce que moi, je n'ai pas du tout été obligée, je faisais ce que je voulais, quand je veux y aller, j'y vais, quand je ne veux pas, c'est ma grand-mère qui m'accompagne à l'école 3 jours après. Je faisais toutes les fêtes musulmanes, je dansais le corbeau, je n'avais aucune obligation. Et puis, j'ai quand même avancé. Et au décès de ma malheureuse grand-mère, je me suis retrouvée en ville chez mon père. Et là, c'était une autre histoire. C'était une autre histoire. Et ça a été comme ça jusqu'au moment où, comme je l'ai dit, mon principal levier, c'était votre frère, qui est mon frère, m'a amené à Abidjan. Il m'a dit tu vas faire l'école ici. Et j'ai fait l'école là-bas. Et puis tout allait bien parce que c'était un grand journaliste, un homme respecté intellectuellement. Vous savez, il y a des modèles qui n'ont pas besoin de vous dire fais ceci, fais cela. Il suffit de les regarder. Et mon frère, je pense, avait détecté en moi une part d'intelligence. Donc, il faisait les choses comme si j'étais une adulte avec lui. Et puis, il y a des choses qu'on apprend comme ça, il y a des chemins qui se dessinent comme ça. Et moi, je ne suis pas d'une famille conservatrice, d'engagés politiques. Conservatrice, oui, musulman, oui. Mais mon frère m'a élevé librement. Voilà. Et c'était pas de l'engagement, ils n'étaient pas engagés politiquement, mais il y avait un leadership naturel. Voilà. Déjà au niveau de mon père, au niveau de mon frère, et moi, à l'école, je me suis engagée dans des mouvements, comment on dit ça, de mouvements d'élèves et étudiants et tout. À la FESI? Ah non, pas la FESI. Ah, pas la FESI. Pas la FESI. Non, pas la FESI. Il y avait le MESI avant, le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, du temps du président Houphouët-Boigny. La FESI, c'est venu bien après, bien après moi. Et puis, après, quand j'ai commencé à travailler, c'était pas beaucoup plus simple. Madame Mukweza parle de ce qu'elle a vécu en France. Moi, je travaillais dans une régie publicitaire, où Ava s'était encore associé de moitié. Autant dire que le directeur commercial, c'était forcément un Français qui était là-bas. Et puis, l'économie était beaucoup plus à l'époque tenue encore par des Français qu'aujourd'hui. Alors moi, quand je me présentais en tant que commercial, j'avais 22, 23 ans,
pour voir un blanc patron. Ouais. Eh bien, je vais vous dire que heureusement que j'avais eu l'expérience avec mon frère qui m'avait amené partout. J'avais pas ce complexe-là. Mais eux ne me voyaient pas parce qu'à l'époque, j'étais la seule jeune fille noire dans ce milieu-là. Il y avait des blanches. Alors, les blancs, ils se rencontrent entre eux, ils font des fêtes, ils se parlent. Alors, c'est facile. Mais vous, quand vous arrivez... C'est ça. Alors, c'était peut-être pas du mépris, mais c'était pas non plus un grand respect. Jusqu'au jour, il y en a un qui m'a dit, quand je prenais rendez-vous pour aller le voir, en disant demain 7h30 et pas à l'heure africaine. Hein. Ah ouais. J'ai dit OK. Et le lendemain à 7h30, j'étais à son bureau. Et c'est lui qui n'y était pas. J'ai attendu jusqu'à 8h. J'ai dit à sa secrétaire, eh bien, moi, je m'en vais. Quand votre patron viendra, il faudra m'appeler pour me donner un autre rendez-vous. Absolument. Et quand il arrive, il appelle mon directeur commercial en se plaignant. Ah ben oui, mais elle n'a pas attendu et tout. Donc, lui m'appelle, je dis, mais monsieur, moi, j'étais là à l'heure française. C'est lui qui a fait l'heure africaine. Alors, il faut qu'il m'appelle. Moi, j'avais d'autres rendez-vous, je suis partie. Et c'est comme ça qu'on commence à gagner le respect. Absolument. Voilà. Absolument. Madame Eliano Monkam, vous, l'audace, c'est votre deuxième nom. Vous êtes présidente du parti politique La Diaspora. Elle est sans voix. Alors, on l'a dit, ce n'est pas simple déjà d'être femme, d'être noire. Et vous, rien ne vous arrête. Vous allez jusqu'à créer carrément un parti politique. Comment c'est arrivé? Quels sont les ressorts qui ont nourri chez vous cette audace, si je peux m'exprimer ainsi? Oui, merci de me passer la parole. Bon, déjà, c'est vrai que j'ai eu un parcours... j'ai eu une enfance très, très heureuse au Cameroun, puisque j'ai des parents qui sont commerçants, et puis ils ont eu une difficulté avec le groupe Bolloré quand ils m'ont envoyé en France en 1993. C'est là que j'ai compris ce que c'était vraiment la difficulté dans une vie. Parce que quand je suis arrivée, mon père n'a pas pu subvenir à mes besoins, comme c'était prévu. Donc, il était en conflit judiciaire avec le groupe Bolloré. Et je me suis débrouillée entre babysitting, ménage, pour continuer mes études jusqu'à être expert comptable et commissaire aux comptes, en étant candidate libre et avec 2 enfants. J'ai racheté le cabinet de mon ancien patron. Ah. Voilà, déjà. Oui, j'avais raison quand je parle. Donc, quand j'ai intégré le cabinet, c'était juste pour une période de 4 mois. Je venais en remplacement d'un congé maternité. Mais après cette courte période, l'expert comptable m'a dit, Eleanor, je te garde. J'ai pas de poste, j'ai pas de portefeuille pour toi, mais je te garde et je te créerai un portefeuille. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'est partie vraiment ma vraie aventure avec ce cabinet comptable. Donc, j'ai racheté le cabinet comptable en 2012. J'ai 4 collaborateurs aujourd'hui. Et entre deux, en 2008, je me suis présentée aux élections municipales. Et j'ai été élue dans une équipe avec un maire, Joël Mancel. C'était vraiment génial. Comment ça a été possible de votre Cameroun natal et à la ville où vous avez été élu, pas un électorat majoritairement blanc? Ce n'est pas ça qui, en plus, vous confie son argent, puisque vous étiez adjointe au maire en charge des finances. Mais comme je dis toujours, quand on sait qui on est et ce qu'on veut, franchement, il faut demander et juste s'imposer. Ça, c'est la simple réalité, c'est un vécu, quoi. C'est quand on connaît comment on vit en France et comment ça peut se passer, il y a un respect qu'on doit imposer et qu'on doit arracher. Parce que le problème avec nous, je vais dire, venant de l'étranger, de l'Afrique en général, c'est qu'on ne s'impose pas, on attend. Et là, c'est pour ça que je dis, il faut demander ce qui nous appartient, ce qu'on pense nous appartenir et ce qu'on se dit qu'on est capable de faire. Donc, quand je me suis présentée en 2008 avec l'équipe de Joël Mancel, je n'ai pas voulu prendre une délégation parce que je me disais, je viens observer, je viens voir, je ne sais pas exactement ce que ça va donner en tant qu'élu, donc voilà. Et je l'ai regretté au bout de 2 ans parce que je me suis dit, j'aurais dû prendre ce poste d'adjointe aux finances. Dans le mandat d'après, la mandature d'après, on s'est présenté. On avait gagné vraiment de justesse parce qu'au premier tour, on avait 500 voix d'écart avec un candidat qui avait été parachuté dans la ville. Et comme je suis une nana qui adore se battre et qui adore les challenges, étant au cabinet, je me suis levée, j'ai dit non.
il fallait faire du porte-à-porte. Donc, j'ai fait du porte-à-porte avec les coéquipiers et tout ça, et on a gagné avec 34 voix d'écart au second tour. Mais pendant toute la comment dirais-je, la campagne, j'avais vu le maire dès le départ de la campagne. Je lui ai dit que ce que je veux, c'est le poste de maire adjointe aux finances. Donc, je te le dis dès à présent. Et c'est ce que j'attends. Donc, je ne veux même pas. C'est pas autre chose. C'est ça. Et quand il a pris sa décision, j'étais au Cameroun. Il m'a appelé pour me dire Elia, non, c'est le poste que tu veux. Je lui ai dit, c'est le poste que je veux. Je t'ai dit que c'était ce poste-là. Et ça a été une super belle aventure. Franchement, je veux dire, c'est pour ça que en créant le parti politique, c'est vraiment de dire que on a beaucoup de talents dans la communauté, on a beaucoup de personnes qui peuvent s'engager, mais n'ayant pas de modèle, c'est un peu compliqué. Et étant maire adjointe en charge des finances, franchement, on a toute une équipe derrière. Et quand on connaît son métier, c'est facile après de réagir et de répondre. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre échange. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel.